Quand on pense au pilotage d'un avion, on pense aux yoke, ces sortes de volants qu'on peut trouver dans les avions de ligne, ou alors aux manches à balai, dans les avions plus petits. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y avait avant leur invention? L'histoire de l'aviation, du plus lourd que l'air, commence réellement avec les planeurs de Otto Lilienthal. C'est lui là sur la photo. Il est né en 1848 en Allemagne et il a une idée lumineuse. Il étudie la portance de l'extrado d'une aile. L'extrado, c'est la partie supérieure, comme vous pouvez voir là. Il décide de construire avec du bois et de la toile une gigantesque aile de 7 mètres d'envergure et il s'envole. Il va faire ça environ 2000 fois entre 1881 et 1886. Pour diriger ce qui ressemble à un planeur, il bougeait son corps latéralement en étant debout installé dans une nacelle. Malheureusement, Otto, le premier des aviateurs, est aussi le premier à mourir de cette passion. Lors d'un vol de 1886, une des suspentes se brise et il tombe de 15 mètres de haut. Ces derniers mots illustrent bien les années pionnières qui vont suivre. Il fallait bien qu'il y ait des victimes. Ensuite, on passe en 1903. En Caroline du Nord, les frères Orville et Wilbur Wright construisent un avion, le Wright Flyer, et font des vols d'essai. Ils seront d'ailleurs reconnus comme les premiers à avoir fabriqué et piloté un engin motorisé plus lourd que l'air. Mais toujours, le contrôle se fait en bougeant les hanches, ce qui tire des câbles et déforme les ailes. Ils étaient en position allongée et installés dans un berceau. Non, pas ce berceau-là, celui-ci. Évidemment, la position est inconfortable avec une visibilité exécrable vers l'avant, donc impossible de continuer sur ce modèle. Il fallait trouver autre chose. Pour donner un troisième exemple de ce qui se fait parmi les pionniers, nous pouvons parler de l'appareil du Brésilien Alberto Santos Dumont, le 14 bis. Construit en 1906, il bat le record de vitesse en allant à 46 km/h et est contrôlé à l'aide d'un volant relié à un joint universel, visible sur la photo. Nous commençons vraiment à nous rapprocher du manche. Pour comprendre comment a été inventé le manche, nous devons parler de Robert Esnault-Pelterie. Ce Français, né en 1880, fut l'un des grands pionniers de l'aviation. Il commença à construire des machines volantes en se basant sur l'un des planeurs des frères Wright, mais il considère que leur idée de maniement consistant à tordre l'aile est trop dangereuse. Ainsi, en 1904, son premier planeur vole enfin, et il est doté d'ailerons. Ce n'est plus toute l'aile qui se meut, mais seulement une partie, parfois décrite comme petite aile. Dépensant des sommes folles dans ses aéronefs, il dépose en 1907 un brevet au doux nom de aéroplane à aile déformable, d'équilibre et à gouvernail directeur et ascensionnel. Même si le nom de manche n'est pas encore utilisé ici, c'est bien cela que désigne ce brevet. Mais le manche, qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit simplement d'un manche à balai. Non, pas littéralement, mais ça y ressemble. Sauf que ce manche est placé dans le cockpit et se déplace sur deux axes. Déplacé d'avant en arrière, il agit sur l'axe de tangage, faisant monter ou descendre l'avion. Tandis que de gauche à droite, il incline l'avion, jouant sur l'axe de roulis et permettant les virages. Cependant, la paternité du manche n'est pas assurée à Esnault-Pelterie. En effet, de nombreux aviateurs ont déposé des brevets concernant les moyens de contrôler un aéronef, dont Louis Blériot. Celui-ci est, à l'instar de Esnault-Pelterie, un pionnier de l'aviation. Né en 1872, il ne se cantonne pas aux avions, construisant au cours du temps des motocyclettes et des chars à voile. Mais il est avant tout un ingénieur. Il dépose plus de 100 brevets au cours de sa vie, dont un qui sera décisif, la cloche de Louis Blériot. Mais celle-ci n'a de cloche que le nom, et l'apparence, il faut le dire. En effet, il s'agit, plot twist, d'un manche à balai. Le brevet de Blériot a été déposé en 1907, la même année que le dispositif de Robert Esnault-Pelterie. Une terrible bataille s'annonce. Mais le 1er novembre 1911, les deux intéressés signent un traité d'entente, préférant évidemment cela à un procès coûteux. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. En 1914, le tribunal civil de la Seine prononce un jugement en faveur de Esnault-Pelterie, jugement qui sera sans suite avec l'explosion de la Grande Guerre en Europe.
Finalement, le verdict final survient en 1925 et c'est Robert qui est enfin déclaré vainqueur. Le dédommagement du procès le fera à peine rentrer dans ses frais, mais imaginons plutôt le goût qu'aurait Louis Blériot dans la bouche, voyant qu'aujourd'hui, nos manches ressemblent bien plus à son modèle qu'à celui de son rival. Aujourd'hui, on retrouve dans nos avions de nombreuses déclinaisons du manche à balai. Du yoke équipant la plupart des avions de ligne en passant par le mini-manche, préféré par Airbus, car il permet aux pilotes de s'adapter facilement à chaque appareil. Jusqu'à l'OTAS, pour Hands on Throttle and Stick, ou main sur le manche et les gaz, équipant les avions de chasse. Celui-ci permet au pilote d'avoir à sa disposition toutes les commandes de l'appareil, sans jamais lâcher ni la manette des gaz, ni le manche, et en bonus, d'avoir une meilleure visibilité sur le tableau de bord. C'est ce climat de compétition entre les différents ingénieurs qui a permis à l'aviation d'accomplir en moins d'un siècle un rêve vieux comme l'humanité, celui de voler. Et chaque invention faite durant cette période prolifique a apporté sa pierre à tout l'édifice qui dure encore aujourd'hui.